Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. C'est parti pour la fameuse bataille du budget. Ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget qui est fait pour éviter l'austérité, mesdames et messieurs. Si nous ne sommes pas capables, tous, de prendre la situation comme elle est, on va pas se mentir, il n'y aura pas de vote de budget. Alors nous allons vers de très graves déboires. Mesdames et messieurs les députés, j'ai donc l'honneur de vous présenter ce projet de loi de finances. Toute la société le paiera, toutes les entreprises, tous les salariés et toutes les familles. Si le chemin que vous nous proposez est celui du matraquage fiscal, ne comptez pas sur le gouvernement pour le cautionner. T'en fais pas, Simone, le bateau flotte encore. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas, aux commandes de l'émission, Julien Delmas et Emmanuel Galassou qui attendra vos appels au 0826 300 300 et bien sûr, il y a ma bonne vieille Maude qui est sur moi, qui me couve. Bonjour mon beau vieux Perico. Voilà, aujourd'hui le programme est divers et varié, on va un petit peu se fâcher mais on va aussi essayer de s'amuser, à commencer par l'horizon du socle gouvernemental qui se trouve, ben oui, les élus d'horizon ont des états d'âme. Les amis d'Édouard Philippe font un caca nerveux, passez-moi l'expression. L'ancien Premier ministre avait déjà suggéré que le président de la République démissionne. Et là, ils ont des états d'âme sur le budget tel qu'il est présenté par rapport aux enjeux politiques de l'ancienne majorité. Bon, ben, à un moment donné, il faut savoir où on se trouve et ce que l'on veut. Nous en discuterons avec le sénateur Horizon, Vincent Louault, sénateur d'Indre-et-Loire, qui viendra nous expliquer exactement quelle est la position actuelle d'Horizon pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Nous avons abandonné les chrétiens d'Orient. Alors c'est lointain, c'est pas ici, et pourtant cet abandon a eu des conséquences historiques et politiques, j'allais dire tragiques, en partie à l'origine des troubles et du malaise qu'il y a dans cette partie du monde. Le pape Léon XIV ici est rendu ces jours-ci après la Turquie, il est allé au Liban, et nous parlerons de cette réalité avec Benjamin Blanchard, qui est le représentant des chrétiens d'Orient en France. N'oublions pas Christophe Glaise, hein, on l'a, aucun média ne l'oublie, et surtout pas Sud Radio. Il passe aujourd'hui en procès au tribunal criminel de Tizi Ouzou. Procès important puisque c'est son maintien ou pas en détention qui est en cause après la libération de Boualem Sansal. Il est accusé d'apologie du terrorisme et de possession de publications dans le but de propagande nuisant à l'intérêt national. Le gouvernement algérien lui reproche d'avoir eu des contacts avec l'opposition kabyle et en ce sens d'avoir cherché à déstabiliser l'État algérien. Donc voilà, n'oublions pas Christophe Glaise, et Maud et moi nous rappellerons à quel point nous sommes solidaires de sa tragédie. La France insoumise prétend accorder, le jour où elle sera au pouvoir, hein, quand elle sera au pouvoir, dit Daniel Obono, député, c'est une intervention, veut accorder le droit de vote aux élections locales, municipales, départementales et régionales à tous les étrangers sans restriction résidant en France. On suppose que les EQTF sont compris aussi dans le lot. Aujourd'hui, ce droit est réservé aux ressortissants de l'Union européenne au bout de 6 mois de présence. Et là, la France insoumise veut l'étendre à tout le monde. On va s'en étonner. Et puis nous recevrons Christian Morin, le grand Christian Morin qu'on a entendu dans La Roue de la Fortune très longtemps sur Radio Classique. Il a écrit un livre où il dit: j'ai tant de choses à vous raconter. J'espère qu'il va me laisser un peu la parole parce qu'il est très bavard et moi aussi. Et on pourra faire un tour d'horizon sur ces 70 dernières années. Il est un observateur exceptionnel. Voilà le menu d'aujourd'hui. Restez avec nous et appelez-nous dès que vous aurez envie de faire part de votre opinion. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, je voudrais revenir sur un sujet récurrent qui est inscrit dans le débat actuel sur le budget et sur surtout la question des retraites, les retraités. Faut-il faire payer, faut-il faire cracher au bassinet les retraités? On parle bien toujours, et j'en suis persuadé, je parle en leur nom, de gens qui suggèrent cette idée. On parle des retraités les plus riches, que ce soit bien clair, pas des petits retraités qui sont très nombreux. Alors on va fixer un seuil, hein, et c'est un débat qui intervient souvent, entre 4 500 voire au-delà de 5 000 euros. Est-ce que ces retraités-là, s'ils en sont à ce niveau de retraite, c'est qu'ils ont eu des conditions confortables, qu'ils ont cotisé moins que les autres. C'est bien, on est très respectueux des gens qui ont des petites retraites. Il n'est pas question de les mettre à contribution un seul instant, mais de ceux qui ont
a un peu plus d'avantages que les autres. J'ai rencontré un jour un fonctionnaire à la retraite qui me dit je touche 12 000 euros de retraite par mois. Voilà, il est normal que, vu les avantages qu'ils aient eus, est-ce qu'ils peuvent participer aussi à cet effort national pour assurer la retraite de ceux qui vont arriver derrière eux, puisqu'on sait qu'il va y avoir moins de cotisants pour des raisons démographiques. Voilà, les cotisants vont être pas assez nombreux pour financer la retraite de tout le monde. On parle aussi dans leur propre intérêt. Parce que si ces retraités aisés, au-delà de 4 500 ou 5 000 euros, ne veulent pas faire d'efforts, eh bien, à un moment donné, les caisses de retraite, les fonds publics destinés à la retraite ne seront pas suffisants pour pouvoir payer la leur. Donc, il faut décélérer un petit peu pour qu'ils puissent avoir une pérennité de la retraite. Et puis, il y a un malaise. Il y a un malaise. Aujourd'hui, on sait que les retraités épargnent. J'allais dire, c'est pas normal. À moins qu'on épargne pour aider quelqu'un de sa famille qui est en difficulté. Mais si on épargne, ça veut dire qu'on a suffisamment de quoi vivre. Il faudrait que cet argent de ces retraités très aisés l'investissent dans l'économie nationale par une forme de consommation. Il faut qu'ils le dépensent. C'est comme ça que ça fait tourner l'économie. C'est pour ça que pour les cotisants actuels, c'est ça qui permettra éventuellement de créer d'autres emplois pour qu'il y ait plus de cotisants. Puis n'oublions pas que dans ce décompte très précis, on ne jette pas l'anathème sur les fonctionnaires, mais ce qui coûte cher à la collectivité au financement de la retraite, c'est la retraite des fonctionnaires, pour lequel on a le plus grand respect, mais aussi il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui repartent avec des retraites conséquentes. Ça, c'est directement sur les fonds publics, au contraire du privé avec l'organisme Agirc-Arrco. Ce sont des gens qui ont cotisé et qui touchent les cotisations qu'ils ont cumulées. Là, les fonds de retraite, c'est les fonds directs publics de l'État, et c'est là où le bas blesse, le pourcentage est énorme, il s'alourdit, et si on manque de cotisants, eh bien, à un moment donné, la rétribution de la retraite, le paiement des pensions des retraités du service public finira par poser un problème. Donc, il faut prendre conscience de cet enjeu, le poser calmement et sereinement, et reconnaître qu'à partir d'une certaine somme, il faut reparticiper un petit peu pour assurer aux jeunes générations et à l'État la possibilité de continuer à payer doctement et sobrement les retraites que nous méritons. Il n'est pas question de demander à ceux qui ont des petites retraites on entend des sommes de 800, 900, 1200 euros. Ces gens-là sont absolument pas concernés par ce débat, et qu'on vienne pas faire un mauvais reproche à ceux qui suggèrent cette contribution des retraités les plus riches d'amalgamer et de dire tous les retraités. Donc c'est des retraités, la phrase est simple, des retraités doivent aujourd'hui envisager de recontribuer un petit peu au financement des retraites et au financement public. Voilà, c'était mon humeur du jour. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? Que se passe-t-il au Sénat? Les Français sont fatigués d'entendre parler du budget, et puis franchement on n'y comprend plus grand-chose. On en parle avec le sénateur Vincent Louault dans un petit instant. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. État, le fait du jour. La progression du pouvoir d'achat français se traîne douloureusement derrière la moyenne européenne. Les débats autour du budget n'en finissent pas, et en même temps, ce qui tracasse le plus les Français, ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est même pas pour l'instant l'augmentation du prix de l'essence dont on parlait hier. Selon une étude du Cevipof pour l'opinion, c'est la responsabilité des politiques qui arrive en tête des sujets de préoccupation des Français. Et on en parle avec le sénateur Horizon d'Indre-et-Loire, Vincent Louault. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Louault, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes sénateur d'Indre-et-Loire. Votre papa était sénateur centriste, Pierre Louault, maire de Chéligny. Donc vous êtes un élu de terrain, et vous êtes reconnu dans les valeurs du groupe Horizon, animé et conduit par Édouard Philippe. On a l'impression qu'il y a un malaise aujourd'hui entre Horizon et l'ancienne majorité macronienne, entre Horizon et le socle commun. C'est un vrai souci politique sur un point législatif, ou c'est peut-être le besoin de rappeler que vous existez, que vous êtes une des composantes de ce socle commun, et que Édouard Philippe a besoin de dire écoutez, nous on existe, on a aussi notre envie en donner, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui est en train de se passer. Comment interpréter les dernières prises de position? Écoutez, ce qui est parfaitement clair chez nous, c'est qu'on a des valeurs, c'est qu'on a des valeurs de travail, c'est qu'on a envie de participer dans un contexte qui est très difficile pour nos habitants et de mécompréhension de nos populations. Nous avons envie de participer, mais pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire que sans renoncer à toutes nos valeurs, que sont celles de ne pas vouloir augmenter les impôts, pas vouloir augmenter les taxes, essayer d'avoir une visibilité politique dans un moment qui est difficile. On s'approche de Noël, et au moment où tous les habitants regardent leur porte-monnaie, nous, on est en train d'augmenter les taxes, augmenter les impôts. Donc, on s'inscrit dans une forme de rupture, en fait, de cette grande dérive
de nos politiques, qui est de ne jamais travailler sur la dépense et seulement cramer encore plus d'argent tous les jours. Pourtant, monsieur le sénateur, vous savez bien la difficulté à laquelle est confronté Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avec une composition à l'Assemblée nationale, composition politique très difficile, ingérable, voire insoluble. Vous devez faire corps autour de lui dans la mesure où vous êtes engagé. Est-ce que ce genre de débat ne mériterait pas d'être tenu, j'allais dire en privé, entre vous, que de le porter sur la place publique? Ça veut dire que vous manifestez un mécontentement sur l'orientation globale de la politique budgétaire ou vous estimez ne pas être entendu et que vous êtes obligé du coup de soulever la polémique? Remarquer les grands équilibres politiques de l'Assemblée nationale avec la difficulté du stop encore, des motions de censure et du 49.3 et de tout ce qui peut arriver. Et aujourd'hui, nous, on veut bien participer à un élan collectif. Oui, on peut discuter, mais pas à n'importe quel prix. Et que certains ont fait monter les enchères très fortement et ont fait du chantage et font toujours du chantage pour faire de la politique politicienne, j'ai envie de vous dire. Et le problème, c'est que nos habitants s'en aperçoivent et que même nous, les plus modérés, nous avons toujours été autour de toutes les majorités dans un socle, en fait, qui est le seul. Édouard Philippe a été clair avec nous. En fait, on participe avec nos valeurs et on essaie d'aller le plus haut et le plus loin dans un respect d'équilibre, mais sans jamais mettre de lignes rouges. Aujourd'hui, on s'approche de certaines lignes rouges qui sont la remise en cause de ce que nous sommes réellement chez Horizon. Nous sommes des libéraux, nous avons une valeur qui est celle du travail, mais même pour les parlementaires. Il est temps, encore une fois, de se mettre au travail des réformes pour faire des économies dans ce pays. Et nous faisons des propositions, mais on n'est pas forcément entendu. L'an dernier, on avait fait une très bonne proposition au Sénat sur l'apprentissage qui économisait 1,2 milliard. Elle a été balayée par le gouvernement et elle n'a même pas été considérée. Donc vous voyez, en fait, c'est compliqué pour nous les parlementaires de trouver un équilibre et une entente, une écoute, j'ai envie de dire, une écoute des parlementaires pour avancer. On vous écoute, Vincent Louhault, et même on vous entend. Pour autant, le Premier ministre cherche à obtenir un consensus avec le Parti socialiste en faisant des concessions. On comprend bien que certaines concessions vont au-delà de ce qui pour vous est le tolérable. S'il y a blocage, s'il n'y a pas d'issue, voire une motion de censure, peut-être l'usage du 49.3, je pense que vous n'êtes pas contre l'idée. C'est Monsieur Lecornu s'est engagé à dire je n'utilise pas finalement. On se rend compte dans la configuration actuelle que ce 49.3 peut être très utile. S'il y a blocage, on va à la dissolution. Ça vous fait pas peur? Vous estimez que c'est peut-être une option à laquelle il faudra se résoudre? Moi, je me réjouis à rien. D'abord, la dissolution, vous savez, c'est le Premier ministre, c'est le président de la République qui décide. Oui, mais donc, si c'est bloqué, il devra y venir. Pour moi, c'est pas un sujet. L'utilisation du 49.3, c'est pleinement la possibilité pour le Premier ministre. Il s'en est coupé, il peut revenir sur sa parole, s'il y a un accord politique de revenir au 49.3. Nous, on n'est pas opposés, mais c'est pas à nous de commenter et de dire comment le Premier ministre doit trouver une bonne utilisation de notre Constitution. Donc, à un moment, il faut être parfaitement clair. Nous, on s'adaptera pour que tout se passe le mieux possible. Avec une seule chose, c'est certaines butées sur lesquelles il faut quand même pas abuser. Après, nous sommes pas des grands révolutionnaires. Nous accompagnons en permanence, nous travaillons en permanence, et d'ici à voter une fois de plus une motion de censure, je pense que c'est pas forcément dans l'ADN d'Horizon, surtout quand les motions de censure sont déposées par des blocs extrêmes. J'ai bien compris, Vincent Louhault, que vous n'êtes pas des révolutionnaires. Pourtant, c'est le prix de la stabilité à payer pour la stabilité. Vous êtes en train de mettre en cause cette stabilité en disant cette stabilité implique des concessions que nous ne voulons pas faire. C'est quoi la solution? Est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu peut dire aux socialistes allez vous faire voir, je ne céderai plus rien, je reviens sur les bases de l'ancien socle commun, ancienne majorité, et on va au blocage. Là, vous êtes d'accord, on va à la motion de censure. Ça c'est inévitable. On va au blocage, Moi, écoutez, les décisions doivent se prendre en haut lieu. Les décisions doivent trouver un équilibre politique que nous porterons une fois que nos dirigeants auront décidé d'un atterrissage. C'est-à-dire que c'est pas moi, Vincent Louhault, sénateur. Je vous rappelle, je suis pas député, je suis sénateur. J'ai bien compris. Et en tant que sénateur, nous serons là toujours pour accompagner. Nous allons voter un budget au Sénat. Mon groupe des indépendants va sûrement s'abstenir parce que il y a quand même beaucoup d'impôts et de taxes qui ont été remis. Il y a même une taxe sur les croisières qui a été mise avant-hier.
On va sûrement s'abstenir pour dire on n'est pas d'accord sur tout, mais ça va passer au Sénat. Il y aura une CMP, une commission mixte paritaire après, qui peut aboutir si tout le monde fait des efforts. Nous avons une place en commission mixte paritaire en tant que sénateur chez les indépendants. C'est Emmanuel Capus qui va nous y représenter. Donc, on a déjà paramétrer toutes les choses pour que ça se passe bien, en fait. Il faut juste que tous les blocs fassent des pas les uns vers les autres. Donc, aujourd'hui, voilà, je peux pas vous dire ce qui va se passer. On vote là. On est en train de travailler le budget au Sénat. On finit la première partie, donc les recettes demain, cette nuit. Et après, on passe à la deuxième partie, que sont les dépenses. Et on verra aussi dans ce qui se passe pour les dépenses, si on peut, nous, au Sénat, présenter des choses qui sont intelligentes pour réduire un peu la dépense, qu'on appelle le train de vie de l'État, sans faire du populisme, mais en commençant réellement à s'attaquer à des choses qui sont le millefeuille, à des suppressions d'agences. On peut avoir présenté au Premier ministre quelque chose qui a un peu de gueule. Bien sûr. Il faut juste que tout le monde se bouge pour participer à faire moins de dépenses. Vincent Louvois, on écoute Édouard Philippe. On ne contraint pas le président de la République à partir. Je ne suis pas pour sa démission immédiate et brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Vincent Louvois, est-ce qu'elle n'est pas là la solution? Est-ce que le blocage n'est pas là, institutionnel? Et est-ce que l'option que suggérait Édouard Philippe semble aujourd'hui de plus en plus pertinente? Cette discussion d'Édouard Philippe a posé beaucoup de débats et a eu le mérite de clarifier les choses sur le fait que le président de la République prend une décision qui prendra pleinement et entière sur différentes solutions qu'il a devant lui. Je suis pas là pour C'était une déclaration sur Philippe. RTL, hein, oui. Oui, je m'en souviens parfaitement. Je suis pas là pour commenter, c'est une potentialité. Dire qu'on en est rendu aujourd'hui à cette position-là, je sais pas, et c'est une décision totalement personnelle du président de la République. Et moi, vous savez, je suis assez légitimiste. En fait, moi, j'ai un président de la République, je fais avec, on fait tous avec, on essaie de faire tous avec, mais parfois, c'est un peu difficile de suivre la logique, une certaine logique. La dissolution a été une mauvaise affaire et une très mauvaise idée. Comme souvent quand on prend les choses un peu trop rapidement. Donc, dont acte. Aujourd'hui, une nouvelle dissolution serait encore mettre un bazar institutionnel qui serait difficile, même si parfois, moi, je me dis, on retourne devant les urnes et puis on va clarifier les choses, même si ça coûtera certainement très cher au socle commun face à la poussée des extrêmes. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, je crois encore au fait qu'on puisse faire une CMP conclusive et qu'après les députés deviennent un peu raisonnables. Donc, si les députés deviennent un peu raisonnables, le 23 décembre, on a un budget et tout va bien finir. Après, vous savez, tout ça, c'est un peu un jeu de dupes du du gouvernement. Le gouvernement s'est interdit d'utiliser le 49.3, donc il force les parlementaires en regardant un peu leurs échecs. Bon, dont acte. La Constitution a été faite avec tout un tas d'outillages. Se couper de certains outils provoque d'autres difficultés. Donc, bienvenue dans le monde réel, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire, après tout ça, il y a une potentialité de loi spéciale, d'ordonnance. Donc, on peut encore faire beaucoup de choses avant d'arriver à un blocage totalement du pays. Merci. Il ne faut pas exagérer. Il faut rester calme. Il faut travailler pour faire ce que nous demandent nos habitants, c'est baisser les dépenses. Merci Vincent Louvois pour ces précisions. Vous avez été très clair et ça apporte un petit peu de sel au débat. Merci. Christophe Glaise, jugé aujourd'hui en Algérie. Martine Vassal a 2 doigts de faire alliance avec le Rassemblement national. Le concert du Nouvel An annulé à Paris. À vous de nous dire ce que vous en pensez dans un court instant en direct sur Sud Radio au 0826 300 300 à vos téléphones et à tout de suite. En ce moment chez Aldi, 12,38 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le moment que vous préférez, Perico?
Petit Patrick Noël, quand oui, on en tu est là. descendras du ciel, n'oublie pas nos petits souliers. Désolé, Eh Patrick bien oui, Roger. alors, je salue Jean-Patrick Roger, le directeur général de l'antenne, qui a tenu à refaire cette année le sapin de Noël de Sud Radio, un sapin magnifique avec des boules, des guirlandes. Voilà. Et alors, aujourd'hui, l'émission La France dans tous ses états vous propose un robot aspirateur iBot Z5. J'adore les terminologies un peu complexes comme iBot Z5. J'ai l'impression que c'est un vaisseau spatial. On va pouvoir faire le tour de la Lune. On revient de la marque EasyClean. Alors, prononcez EasyClean. Le EasyClean, le robot aspirateur EasyClean, attention, tenez-vous bien, moderne, efficace et autonome, le futur du ménage, ça c'est déjà chez vous pour vous messieurs, pendant que madame ira faire des courses pour vous acheter un cadeau de Noël. Eh bien pour gagner ce robot aspirateur que nous offre Sud Radio, envoyez sapin. Non, sapin, l'arbre, hein, pas le cercueil. Sapin, par SMS au 7 20 18. Je répète, envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Et mot de Noël, tout à l'heure, vous donnera le nom de l'heureuse ou de l'heureux gagnant. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Investie par Renaissance à Marseille, la candidate d'hiver droite Martine Vassal était interrogée lundi matin chez nous sur Sud Radio quant à une éventuelle alliance avec le Rassemblement national au second tour. Et voilà ce qu'elle a répondu, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Accorder le droit de vote à toutes les personnes étrangères. Alors on va remettre Martine avec Vassal. le Rassemblement national. Mais il y a un premier tour. Candidat, mais pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du deuxième tour? On ne parle pas du premier tour. Non mais attendez, il y a un premier tour d'abord. Mais c'est pas une question de fermer, c'est qu'aujourd'hui il y a un premier tour. Moi je suis extrêmement concentré sur le premier tour. Le premier tour aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Vous avez raison, il y a l'extrême gauche, l'extrême droite et il y a nous au milieu. Vous au milieu. Et c'est un mandat local, c'est pas un mandat national. C'est là que j'essaye d'expliquer des choses. L'élection municipale, elle est locale, elle n'est pas parisienne, elle est marseillaise. C'est la deuxième ville de France et vous verrez bien, j'imagine, ce qui se passera au soir du premier tour en ce qui concerne le deuxième. C'est important parce que c'est un débat qui est national. On verra à ce moment-là. Justement. Vous verrez. Vous verrez. Alors, ma chère Maude, Martine Vassal met les pieds dans le plat et en mettant les pieds dans le plat, elle s'en mêle les pinceaux. Elle se prend les pieds dans le tapis. Oui, on comprend très bien, bien entendu. Priorité, dégager la gauche de Marseille. Donc, la fameuse formule de Georges Clemenceau, quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas qui passe les seaux d'eau. Je comprends que c'est cette philosophie-là qui est appliquée. Pour autant, il faut avoir un minimum de cohérence vis-à-vis des électeurs. On joue évidemment, j'allais dire, le paramètre local, municipal, donc on regarde pas ce qui se passe ailleurs en France et on dit, pour sauver Marseille, c'est le droit de Martine Vassal de le présenter de cette façon. Nous allons faire une alliance la plus large. On va ouvrir ce camp majoritaire de la droite et on prendra tout le monde. On prendra tous ceux qui veulent bien venir, y compris des gens du Rassemblement national et peut-être aussi des amis d'Éric Zemmour. Alors, ça pose quand même un problème. Si ces gens sont fréquentables et praticables à l'échelon local, à l'échelon municipal, pour une campagne politique, démocratique, auquel on va demander aux électeurs de voter pour une liste qui regrouperait toute la droite au sens large, c'est une idée qui a été émise par d'autres leaders de la droite. Bien sûr. À ce moment-là, on dit qu'au niveau national, aussi, s'ils sont fréquentables dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, ils sont fréquentables dans le Vaucluse, dans le Gard, dans le Puy-de-Dôme, dans la Charente-Maritime. Je ne vais pas vous faire les 96 départements. Ils sont fréquentables au niveau national. Donc, il faut un minimum de cohérence. Elle a le droit de le dire, Martine Vassal, mais qu'elle ne s'étonne pas si les électeurs qui se disent mais à quoi ils jouent, qui pense quoi, qui fait quoi, en disant ah là vous êtes d'accord pour une formule, là il y a de la souplesse intellectuelle et de l'ouverture politique parce qu'il faut quand même gagner cette ville, il faut gagner une élection, donc là on peut se mettre d'accord. Par contre au niveau national, nous on continue à venir vers nous en se pinçant du nez, on peut pas faire de rassemblement, l'union des droites c'est pas possible parce que le RN c'est pas fréquentable, vous avez une partie de la droite qui dit non, et là en plus Martine Vassal elle est en très large puisqu'elle porte aussi avec elle le camp de l'ancienne Macronie, ou de la Macronie actuelle. Quand je dis l'ancienne Macronie, je parle de l'ancienne majorité présidentielle. Donc elle est en train de dire aux électeurs, en fait elle reconstitue un front républicain de 2024 qui avait abouti
à cette Assemblée nationale ingouvernable, c'est-à-dire le Front républicain. On avait demandé aux gens de droite aller voter pour des candidats de la France insoumise, même si ça sent un peu mauvais, et à des électeurs de gauche de la France insoumise, du PS ou du PC, aller voter pour des candidats macroniens ou du Parti républicain, parce que c'est bon pour nous, parce que ça permet de sauver nos sièges et de limiter les sièges du Rassemblement national. Et puis arriver en fin de course, quand le résultat est obtenu, c'est-à-dire qu'effectivement le RN n'a pas eu la majorité absolue, ah mais non, on ne gouverne pas ensemble, on a juste fait un pacte républicain pour empêcher les autres d'arriver, on a fait un barrage stérile, et puis maintenant, on reprend les couteaux et on va continuer à s'égorger. Ça, c'est se foutre de la gueule de l'électeur, c'est cracher sur la démocratie, et c'est humilier la France. Alors, je respecte la position de Madame Martine Vassal, qu'elle assume les conséquences de son choix. Ça n'est pas audible aujourd'hui dans la configuration politique actuelle. Le journaliste sportif Christophe Glaise, incarcéré en Algérie depuis le 29 juin dernier, doit être jugé en appel aujourd'hui. Oui, il passe au tribunal criminel. Le nom de l'institution judiciaire algérienne, c'est tribunal criminel de Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie. Le gouvernement algérien reproche à Christophe Glaise une apologie du terrorisme et d'être en possession de publications dans le but de propagande nuisant à l'intérêt national. Il a eu des liens avec l'opposition kabyle et donc il a été arrêté. Bon, il faisait partie avec Boualem Sansal des 2 prisonniers qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. Bien entendu que toutes les forces se mobilisent, il y a un comité, il y a des négociations, on est conscient. On est extrêmement prudent parce qu'on veut que ça aboutisse. Il ne s'agit pas de crisper la situation, pas de jeter de l'huile sur le feu. L'important, c'est que Christophe Glaise, qui est un journaliste exceptionnel, soit libéré. Monseigneur Jean-Paul Vesco, cardinal archevêque d'Alger, est allé le voir, a parlé d'un homme d'une force de caractère, d'une dignité. C'était émouvant le témoignage de ce prélat, et on espère que les planètes s'aligneront pour que Christophe Glaise, à l'image de Boualem Sansal qui est sorti grâce à l'intervention du président de la République fédérale allemande, que la justice algérienne fasse preuve de clémence, d'humanité. C'est un journaliste qui a fait son métier, ça correspond peut-être pas aux paramètres de l'Algérie, c'est un journaliste français, c'est un confrère, il représente notre profession, il représente, j'allais dire, l'esprit français, voilà, et nous souhaitons que son séjour en prison soit écourté au maximum et qu'il puisse revenir en France parmi les siens et qu'il puisse retrouver sa vie professionnelle et sa vie familiale au plus vite. Nous le disons de tout cœur et de toute notre âme. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Alors que nous entrons, ma chère Maud, dans la période des fêtes de Noël, enfin on y rentre de plus en plus tôt, mais j'ai vu des promos à partir du mois de septembre. Nous, à Sud Radio, on attend quand même qu'il fasse froid. Oui. Un petit peu neige, on a d'ailleurs un sapin de Noël, sur lequel on va venir. On apprend déjà qu'un rendez-vous devenu traditionnel, c'est le concert de Noël, n'aura pas lieu à Paris. Le concert du Nouvel An est annulé. Le concert du Nouvel An, de fin d'année, de Nouvel An, n'aura pas lieu. Et pas pour des raisons financières. On aurait pu penser que par souci d'économie, par miracle, la mairie de Paris aurait préféré lever le pied sur les festivités. Pas du tout. Le concert du Réveillon, qui avait lieu depuis 2 ans sur les Champs-Élysées, est annulé pour des raisons d'insécurité. À la demande de la préfecture de police, à la place, un concert enregistré avec un public de figurants sera diffusé sur France 2. Diantre, quel aveu de faiblesse. On sait bien que la sécurité est une priorité, mais enfin, quand on arrivé là, ça s'est pas mal passé pourtant les dernières fois. Enfin, la précédente Saint-Sylvestre a donné quelques sueurs froides quand même aux forces de l'ordre, avec son lot de violences, d'incivilités, de tentatives de viol, de voitures brûlées, de tirs de mortier. Bref, en tout 136 interpellations dans la capitale, 420 dans tout le pays, un mort renversé par une voiture. L'an dernier, il faut savoir que 10 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés en région parisienne seulement. Cette année, la préfecture de police estime que les effectifs sont insuffisants. C'est dire ce à quoi s'attendent les autorités, et c'est pas très rassurant. À noter que les rassemblements ne seront en revanche pas interdits à Paris le soir du 31 décembre et que le feu d'artifice aura bien lieu. Mais attention quand même aux mouvements de foule, aux actes malveillants isolés. C'est terrible à dire, mais faire la fête aujourd'hui en France peut mal se terminer. Et je crois que nombreux ici et parmi nos auditeurs en ont déjà fait les frais. Mais ma chère Maud, c'est quel aveu? Ça veut donc dire que c'est pas ressenti la sécurité? Ah, pas tellement. Pour qu'on supprime le concert de Nouvel An, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Mais vous vous souvenez des événements de la fête de la musique cette année? Oui, mais on nous dit
dit, faut pas dramatiser. C'est là, on est au point où la mairie de Paris et la préfecture prennent acte du fait qu'il y a l'insécurité et on supprime un événement culturel national important parce que c'est toute la France qui est concernée. Voilà, moi, écoutez, je veux bien que l'on nous dise que nous rêvons quelquefois, que on met de l'huile sur le feu, mais enfin là, cet acte politique, parce que c'est un acte politique, est lourd de conséquences et révélateur de la situation que nous traversons. On n'a pas pu dire toutes les perles aujourd'hui, ma chère Maud. Non, on n'a pas le temps. Mais mais elles seront fraîches encore demain. Nos perles sont toujours très fraîches. Bon, vous restez bien avec nous. On parlera du pape Léon XIV qui était au Liban ces derniers jours. Et on fera le point avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. À tout de suite. Radio, la France dans tous ses états. Le pape Léon XIV, a quitté le pays du Cèdre hier, le Liban, où il était arrivé dimanche pour son premier voyage à l'étranger après avoir passé 3 jours en Turquie. Un voyage aux attentes multiples dans un pays fracturé, dans un pays martyr. Que faut-il retenir de ce voyage ? On en parle avec le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Bonjour. Bonjour Benjamin Blanchard. Je nous faisais écouter une messe maronite sur un rituel chrétien d'Orient en arabe. Et on entend le mot Allah, Dieu, pour vous dire que la religion du livre, c'est le berceau. C'est là-bas que ça s'est passé. Tout vient de là-bas. Et nous avions une communauté chrétienne ancienne, qui est un petit peu à l'origine des croisades. Mais enfin, il y a une présence chrétienne très ancienne, une présence légitime, puisque nous disons que territorialement, le livre est né, en Terre Sainte, entre le Tigre et l'Euphrate, et puis la mer Rouge et le lac de Galilée. Voilà ce grand territoire, aujourd'hui le Liban, la Syrie, la Turquie. Le pape Léon XIV est allé en Turquie et au Liban. Que deviennent aujourd'hui, avant de rentrer dans l'actualité plus précise, que deviennent aujourd'hui les chrétiens d'Orient ? Ils subsistent, ils survivent, ils se battent. Voilà, tout à fait. Ça dépend bien sûr des pays. La situation est très différente en Turquie, où il n'en reste presque plus, hélas, suite au génocide terrible du début du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas que les Arméniens. Ils ont aussi, les Arméniens, mais aussi tous les autres chrétiens, qu'ils soient grecs, assyro-chaldéens, éradication totale, syriaques. Voilà, quasi totale, soit par la mort, comme pour les Arméniens et les Syriaques et les assyro-chaldéens, soit par l'exil, et la mort aussi, mais surtout par l'exil pour les Grecs de l'ouest de la Turquie. Et donc, la violence également. Donc maintenant, il reste très très peu de chrétiens. On a vu, c'était des toutes petites communautés que le pape Léon XIV a visitées. C'est vrai qu'ensuite, le président Erdogan a beau jeu de vanter de la convivialité qui règne en Turquie. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile la convivialité quand il ne reste plus grand monde. C'est clair. Comme ça, le problème est résolu. Aujourd'hui, les communautés les plus importantes subsistent au Liban et en Syrie, surtout au Liban, je pense. Voilà, surtout au Liban. Vous avez, alors il n'y a pas eu de recensement depuis des années, mais on dit environ 30% de chrétiens qui vivent au Liban, parce que sur les citoyens libanais, c'est beaucoup plus, puisque vous avez tous les Libanais de l'étranger. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de chrétiens, mais on dirait à peu près 30% de chrétiens au Liban. En Syrie, c'est beaucoup moins, c'était peut-être 10% avant la guerre. Maintenant, Dieu seul sait combien, peut-être 2% au mieux. Après, si on descend de l'autre côté du Sinaï, de la mer Rouge, là en Égypte, c'est une toute autre affaire, et ils sont plus de 20%. Un petit point de décryptage, Benjamin Blanchard. De quoi sont composés, j'allais dire, en obédience, les chrétiens d'Orient ? Il y a les maronites qui sont majoritaires, qui sont des... Ça, c'est au Liban, oui. Ça, c'est au Liban. C'est une version du catholicisme, les maronites. Il y a les melkites aussi. Orientale, voilà. Alors, au Liban, la première communauté chrétienne, et de loin, ce sont les maronites. Et après, vous avez plein de dénominations qui sont issues de l'histoire. Il y a les orthodoxes grecs, parce que tout ça, ce sont des amis que j'ai. C'est pour ça que moi, je suis l'autre me dit, moi, je suis melkite. Tout ça, ce sont des nuances chrétiennes entre catholicisme et catholique grec, donc ce qu'on appelle melkite. Et puis après, il y a toutes les différentes dénominations. Je voudrais pas perdre les auditeurs. Non. Des syriaques, arméniens, catholiques ou arméniens apostoliques, etc. Ces obédiences sont regroupées quand même dans une forme de pas de syndicat, mais enfin ils se rassemblent, ils se concertent. Il y a à la fois des réunions des évêques catholiques de toutes les obédiences, parce qu'il y a beaucoup d'évêques catholiques différents, et puis aussi de toutes les églises interdénominations, et donc ils se rencontrent, et globalement ils sont plutôt du même avis sur les grands sujets politiques du pays ou les grands sujets de société. J'allais vous dire, ils se serrent les coudes. Voilà on peut chiffrer le nombre de
de pratiquants, de chrétiens d'Orient. Ça, au Liban ? Au Liban. Au Liban, à peu près 30%, voilà. De la population. C'est ça. D'accord, avec une représentation politique. On sait très bien que dans les institutions libanaises, c'est soit un musulman, soit... C'est ça, le président de la République est forcément chrétien maronite. Chrétien maronite. Après, le président du gouvernement est sunnite, musulman sunnite, le président du Parlement musulman chiite. Et puis après, au Parlement, c'est 50% des sièges réservés pour les chrétiens. Les Druzes, on se situe où ? C'est une petite communauté au Liban, mais qui est fort influente, avec notamment la famille Jumblat. Ils sont bien sûr, comme tout le monde, divisés en plusieurs groupes. Il y a un autre parti avec M. Arslan, mais le principal parti, c'est le parti de M. Jumblat, le parti socialiste progressiste. Et ils sont entre 5 et 10% de la population. 5 et 8% peut-être. Donc le pape Léon y est allé, Benoît XVI, le pape Ratzinger y était allé aussi avec une cérémonie dans une mosquée. Le pape Léon XIV s'est aussi rendu dans une mosquée, on voit des images, il est entouré par des imams. Il n'a pas fait de célébration, mais en tout cas il est allé à la rencontre du culte musulman. Voilà, exactement, c'est quelque chose d'assez traditionnel, et d'ailleurs les politiques aussi, quand il y a des voyages, les déplacements politiques au Liban, c'est l'usage. Bien sûr, par respect, il a ôté ses chaussures comme on noterait sa casquette ou son chapeau en rentrant dans une église. Et par contre, lorsque les dignitaires lui ont proposé de prier, il a répondu sobrement « That's okay », donc c'est bon. Oui. Il n'a pas voulu prier publiquement dans la mosquée, parce que c'est pour éviter toute accusation de syncrétisme, j'imagine. Mais en tout cas, il a fait la visite très, très courtoisement. S'il avait accepté de prier, c'était une prière chrétienne ou c'était... oui, bien sûr. D'accord, bien sûr. Non, mais on peut pousser l'écuménisme jusqu'à... voilà, ça c'est ensuite... ça nous dépasse, mais je sais que voilà... Après, Benoît XVI, par exemple, avait fait une prière, mais en silence. Alors, on ne sait pas ce qu'il avait prié, mais j'imagine qu'il n'avait pas fait la profession de foi musulmane dans la mosquée. Mais là, pour le pape actuel, il avait jugé, pour les raisons qui lui appartiennent, de se contenter de faire la visite, et ça s'est très bien passé comme ça. En tout cas, moi, ce que je vois de la part des amis musulmans libanais, qu'ils soient au Liban ou à l'autre bout du monde, parce que vous savez, la diaspora libanaise, elle est de partout. Bien sûr. Ils suivent avec un enthousiasme et beaucoup d'intérêt et d'émotion cette visite pontificale, cette visite papale. Et j'ai un ami libanais chiite qui vit au fin fond du Congo-Kinshasa, et il me dit je me couche très tard parce que je suis 24 heures sur 24 la visite de Baba, comme ils disent, au Liban. Donc les Libanais sont très fiers d'accueillir le pape, quelle que soit leur confession. On voit l'ampleur de la diaspora libanaise dans le monde entier, pas forcément que des chrétiens, puisque les chiites sont des musulmans, donc il y a une grande dispersion, et malgré tout une conscience à la fois nationale et confessionnelle sur le fait qu'il y avait une identité libanaise, une croyance libanaise. C'est important de savoir que les représentants du culte musulman étaient prêts à avoir accepté une prière chrétienne dans leur enceinte. Tous les musulmans ne le vivraient pas avec autant de flegme et d'ouverture d'esprit qu'on peut le faire ces représentants du culte musulman. Pour autant, là, Benjamin Blanchard, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On ne va pas réécrire l'histoire. Je pense qu'il est trop tard pour réinverser la dynamique qui a porté ces populations aux souffrances épouvantables, au désarroi auxquels elles ont été confrontées, notamment au Liban. Est-ce que malgré tout, en tant que Français, que ce soit les médias, la classe politique, nos représentants, on peut se mobiliser, on peut porter une parole, on peut envoyer un message pour les chrétiens d'Orient ? Oui, je crois que vraiment, puisqu'on nous parlons du Liban, le Liban a besoin du soutien des grands pays, des pays puissants, parce que le Liban est un petit pays qui est coincé entre des pays à fort caractère et assez interventionnistes. Pas très longtemps, ça a été, on disait la Suisse du Proche-Orient. Voilà, mais ça tenait une cohésion nationale et une grande richesse. Voilà, mais tout le monde s'est servi dans la Suisse du Proche-Orient, et elle est aujourd'hui un peu moins la Suisse, hélas, et elle est coincée au sud Israël, qui ne cesse d'intervenir dans la vie libanaise et de manière assez musclée, avec notamment des bombardements qui se poursuivent malgré le cessez-feu il y a un an. Et j'étais il y a quelques semaines dans le sud du Liban, à Yaroun, un petit village près de la frontière qui a été presque entièrement rasé par les bombes puis les bulldozers israéliens. Et le curé de Yaroun a pris une pierre de cette église et l'a offerte au pape Léon XIV lors d'une rencontre du pape avec le clergé libanais. Donc c'était aussi un beau symbole. Mais il n'y a pas qu'Israël, il y a eu des interventions, hélas, de la Syrie avec l'occupation syrienne, qui est heureusement terminée depuis un moment, mais la Syrie, quand elle était forte, continuait d'intervenir. Et puis bien sûr
sur l'Iran qui est un peu plus loin, mais qui ne cesse d'intervenir à travers le Hezbollah dans la vie politique libanaise. Et donc c'est pour ça que des pays avec peut-être moins d'intérêt direct en Israël, puis j'ai oublié l'Arabie Saoudite, seraient avisés d'aider le Liban à régler ses problèmes, parce que tout seul, ils n'y arriveront pas. La France est le pays d'accueil des chrétiens d'Orient. Ils sont nombreux. Notamment, il y a des. Combien, si on peut évaluer? Ah non, ça, je serais non, pas capable. Entre 50 et 100 000 personnes, peut-être plus. Peut-être plus, oui, parce qu'il y a différents. Ils sont discrets, hein. Ils sont discrets. Mais il y a des Libanais, mais aussi des Syriens, des Irakiens, etc. Donc il y a de différentes nationalités, de différentes confessions. Mais c'est vrai qu'il y en a il y a la France, mais il y a pas que la France. Je veux pas faire de prosélytisme, mais tous ceux que je connais, c'est un certain nombre, ils sont d'une sérénité, d'une dignité, d'un courage. Jamais un mot méchant, vous voyez. Jamais de mots violents, ils regrettent, ils savent ce qu'ils ont subi, et ils sont toujours, j'allais dire, dans l'espoir. On sent qu'ils sont chrétiens au fond d'eux-mêmes, et qu'ils, voilà, ils espèrent vraiment en une solution apaisée. Votre association s'appelle quand même SOS. Chrétiens d'Orient, quand on la sent SOS, en général, c'est que la situation est douloureuse. Oui, elle l'est notamment en Syrie, en Irak, en Arménie, hélas, avec ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan. Mais je dois dire que puisque vous parliez des chrétiens orientaux en France, des chrétiens d'Orient en France, il y a eu un événement, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a quelques stars. Voilà, bien sûr, mais il y a eu un événement qui les a beaucoup marqués il y a quelques semaines. C'était ce jeune chrétien irakien en fauteuil roulant qui faisait de l'apostolat sur Internet et qui a été assassiné dans son fauteuil roulant en direct, puisqu'il était en train de se filmer sur TikTok à ce moment-là, de faire du catéchisme, et il a été assassiné en pleine rue par des terroristes islamistes, et visiblement parce qu'il était chrétien. C'était vraiment un motif religieux, et ça a beaucoup choqué les chrétiens d'Orient qui sont venus en France et en Europe pour se réfugier face notamment à Daesh et les autres groupes de la même obédience qui les persécutaient, et pour voir qu'un des leurs subit le même sort, et peut-être pire qu'il aurait subi en Irak. Donc ça avait beaucoup marqué. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, un jeune copte égyptien avait organisé une manifestation à Paris, place de la Nation, qui avait eu un certain succès pour ça, et ça m'avait touché de voir ces chrétiens orientaux qui se mobilisaient. Donc n'ayons pas peur de dire et de pas de proclamer, mais d'affirmer, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se font assassiner, massacrer au Proche-Orient parce qu'ils sont chrétiens. Oui. Voilà. Je considère que les musulmans sont protégés aujourd'hui par la loi de 1905, dont on va célébrer les 120 ans le 9 décembre, de la laïcité. Il n'y a pas de laïcité en Orient, et on peut aujourd'hui mourir au Proche-Orient et en Orient parce qu'on croit aux évangiles et au message de Jésus-Christ. Voilà. Fallait juste le rappeler. Achour, lui, il était mort en France aussi, donc même en France, hélas, même en France, ça arrive parfois. Benjamin Blanchard, merci de votre témoignage. Et puis bon, cette antenne vous est ouverte, et on est de tout cœur avec les chrétiens d'Orient et dans votre courageuse et généreuse mission. Merci Perico Légas. Les auteurs de chansons soient des poètes, je pense surtout qu'il se dégage une certaine poésie de certaines chansons où ils ne s'en dégagent pas, mais de là à dire que c'est de la poésie, c'est tout à fait autre chose. Chers amis auditeurs de Sud Radio, c'est un grand jour parce que nous sommes avec Christian Morin, qui est une voix historique du PAF, du paysage audiovisuel français, particulièrement la radio. On vient d'écouter Charles Aznavour, qui est une autre voix, et Christian Morin nous en parlera parce qu'ils se sont connus, et Charles Aznavour a donné des conseils et j'allais dire même des codes de vie à Christian Morin. Christian Morin, je ne vais pas faire votre parcours, il faudrait 6 émissions. Vous avez écrit il y a quelque temps un livre. J'ai tant de choses à vous raconter. Alors le problème, c'est que vous êtes très bavard, et moi aussi. Vous allez d'abord, je garde ma place. J'ai failli vous dire, est-ce que vous voulez faire l'émission, puis vous me recevez? Non, vous restez l'invité, c'est moi qui anime l'émission. Bonjour Perico, mais j'ai prévenu Maud, votre assistante, je lui ai dit que quand 2 bavards se rencontrent, ça peut être... Mais s'il faut faire 6 émissions, il n'y a aucun problème. Mais vous reviendrez, mon cher. Alors, on a dit qu'on n'allait pas faire de tunnel, même pas le pont de l'île de Ré que vous aimez bien, parce que vous l'avez franchi, même à l'époque, il n'existait pas encore. Donc voilà, on va trouver un ordre de fonctionnement, mais on a tellement de choses à dire. J'ai tant de choses à vous raconter. Et c'est vrai, lorsque l'on termine votre ouvrage. Alors c'est un ouvrage qui est formidable, c'est qu'on peut rentrer dedans à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il se passe toujours quelque chose chez Christian Morin. Vous avez touché à tout, Peut-être à la danse exclusive. Pas la danse. Non, comme je vous l'ai déjà dit, Noureff étant arrivé, je me suis dit c'est pas pour moi. Puis je supportais peut-être mal les collants. Enfin, je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi tellement, à part ceux pour faire du vélo, parce que j'étais un fan de bicyclette. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance. Le bon Dieu m'a gâté. C'est un parcours
qui est formidable. Homme orchestre, hein. Alors homme orchestre au sens littéral du terme. Alors, vous avez touché à tous les instruments et ensuite à toutes les activités médiatiques, intellectuelles, culturelles. Mais vous c'est savez, extraordinaire, Perico, vous êtes encyclopédique. Dans nos professions, c'est pas toujours apprécié par les supérieurs parce que ils aiment bien. On est dans un pays aussi où on aime bien mettre une couleur. Perico Légas, c'est telle couleur. Morin, c'est telle couleur. Mais alors, dès qu'on dévie un peu et qu'on a la qualité pour faire ou entreprendre autre chose, ça ne plaît pas parce qu'ils n'arrivent pas à nous cerner exactement. On vous a connu sur plusieurs antennes. Votre voix est diverse et variée. Elle est ancienne, notamment sur Radio Classique. Bien sûr. Vous faisiez partie, j'allais dire, des sons. Il y avait les compositeurs, mais si votre voix n'était pas à côté, on disait c'est pas normal. Alors, on m'a posé 1000 questions. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est en direct? J'ai dit c'est du direct. C'est du direct. Oui, le direct. Alors, on peut révéler aujourd'hui que vous étiez chez vous, ce qui interdit pas. Mais il enregistre tout ça à l'avance. Non. C'est du direct. Christian Morin, vous êtes né. Alors, vous n'êtes pas de la dernière pluie. Je suis désolé. Non. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Mais je le revenais. En plus, cette année est importante. Vous êtes né le 2 mars 1945. Je veux juste rappeler qu'on est encore en pleine guerre. La France a été libérée, pas toute. La poche de Royan, pas loin de chez vous. Tout à fait. Elle ne va tomber que le 17 avril 1945, où un bataillon du gouvernement basque, des séparatistes basques qui sortaient de la guerre civile, s'est illustré, et qui ont défilé dans Bordeaux avec le commandant Izaguirre qui était à leur tête. Donc ça veut dire que vous êtes né à une période, c'était encore la guerre, et que vous avez connu dans votre petite enfance le petit Kiki, n'est-ce pas? Le petit Kiki a connu l'après-guerre, et vous avez vu la France évoluer. Alors vous avez connu les 30 Glorieuses. Vous êtes une 30 glorieuse, un trentenaire glorieux. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Et la suite. Et là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu dépité, évidemment, parce que vous avez connu donc l'époque de la guerre, des restrictions. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans une tension. C'est pas la guerre 39-45, mais on est encore dans une période. Le mot guerre est évoqué, ce qui est un peu ennuyeux, parce que quand on entend les réponses de Poutine face à l'Europe, on se pose des questions. Mais nous, ça ne dépend pas de nous. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on atteint l'âge que le bon Dieu m'a laissé avoir jusqu'à maintenant, c'est terrible parce qu'on fait des comparaisons avec ce qu'on a connu. Et quand je vois la façon dont tout est en train de s'abîmer, de se casser un petit peu, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, mais je dirais simplement que c'était pas plus mal, en tous les cas. Bon, les valeurs ont été un peu bousculées, celles qui vous ont conduite, parce que vous êtes un homme de valeur. On voit bien que vous avez des principes, vous avez. Grâce aux parents, tout ça. Oui. Alors votre papa, on va en parler. Vous dites que voilà, de toutes, vous avez évidemment les enseignants, les institutrices très importantes. C'était une institutrice, hein, je crois, madame. La directrice de l'école dont j'étais amoureux, qui avait des beaux yeux bleus. Voilà, Mademoiselle Guérin, que j'ai retrouvée après d'ailleurs. Vous l'avez revue. Avec qui j'ai continué d'entretenir. Je lui avais offert un cadeau parce que lorsque j'étais sur Radio Classique, elle m'avait fait une petite confidence, elle m'avait dit qu'elle adorait Vivaldi. Je lui avais offert tout un coffret Vivaldi. Vous vous rendez compte, après tant d'années, je lui tenais la main dans la cour de récréation, j'étais amoureux. C'était en primaire donc, hein, vous avez fait la primaire avec elle. Tout à fait, Où était-ce? À Bordeaux même? À Bordeaux, en Anatole France, l'école Anatole France, qui est dans le centre de Bordeaux. Et puis après, je suis allé à la communale côté garçon, il y avait garçons et filles. J'ai passé 2 ou 3 ans dans une école libre, c'était l'école Saint-Seurin. Et je suis revenu ensuite pour passer mon brevet que j'ai loupé complètement avant mon entrée, bien sûr, à l'école des Beaux-Arts. Vous n'êtes pas un spécialiste des questions scolaires, mais vous avez connu l'école de la République, j'allais dire, dans son aspect le plus florissant, qui transmettait des savoirs et de la culture. Vous en êtes d'ailleurs le produit. Vous comprenez qu'elle est un peu malade aujourd'hui. Bien sûr, mais on avait surtout un amour avec les profs, un échange qui était formidable. Le prof de français qui était en même temps peintre et comédien nous évitait d'annonner les textes de Molière ou de La Fontaine. Le prof d'histoire, lui, sur les blouses grises, nos mamans étaient ravies quand on revenait à la maison, traçait à la croix, à la craie sur la blouse grise, une croix pour nous raconter l'histoire, vous l'évoquiez tout à l'heure, des croisades, avec SOS Chrétien d'Orient. Et justement, ce qui est formidable, c'est qu'il y avait un attachement avec ces profs, mais on les respectait, on se faisait engueuler aussi. Il y avait l'autorité. On était des gamins, bien sûr, avec l'insouciance de l'époque, mais on avait une espèce de discipline, et quand on faisait une connerie, on se faisait engueuler, et puis c'est tout. Alors, ça nous remettait dans le droit chemin. Votre papa,
qui est votre mentor, votre guide. Qui est-il Nom, prénom, profession. Mon père, Jean Morin, était né à Saint-Julien-de-l'Escape, c'est la bordure de Saint-Jean-d'Angély, charentais, puisque je suis le seul bordelais de la famille. Ma mère était née à Brisambourg, pas très loin. Donc dans l'Angoumois. Exactement. Pas la Saintonge, l'Angoumois, la terre de François Ier et de François Mitterrand. Exactement. Et c'était pour du vinaigre, d'ailleurs, la famille Mitterrand à Jarnac. Et oui, les résidus de ce qui partait pas au cognac partaient en vinaigre. Exactement. Et donc, j'ai connu une enfance extraordinaire en Charente. L'été, les vacances étaient très longues à l'époque, mon cher Péricot, ça durait 3 mois. Donc j'allais glaner, ramasser les épis de blé qui étaient tombés dans la moissonneuse batteuse. Je signale que c'est une campagne qui ressemble à la Toscane. Je suis fasciné par la beauté de ces paysages charentais. Les touches de Périgny, mon oncle était curé de campagne. Et j'étais très heureux de l'accompagner lorsque j'ai abondamment servi la messe, bien sûr. Bon enfant de cœur. Bon enfant de cœur. Et j'étais fier d'accompagner mon oncle. J'adorais les enterrements pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, on portait une soutane rouge pour la messe, mais pour les obsèques, soutane noire. Avec un surplis blanc. Et je me prenais pour un adulte quand j'étais aux côtés de mon oncle. Et les Saints-Sacrements, et l'encens, tout le rituel. Exactement. Alors mon père, donc, lui, a fait la guerre. Il a été rappelé en 39. Il était caporal dans les terriers marocains. Il a été fait prisonnier. Et déjà, il y avait un côté quand même souriant chez mon père. Il a falsifié il avait été blessé. Il a falsifié ses papiers pour se faire passer pour un sous-officier, ce qui lui permettait de refuser de travailler pour les Allemands. Donc il est parti dans les tourbes en Pologne, avec la première année des soldats russes et des Israélites. Et oui, donc prisonnier de guerre, bien sûr. Prisonnier de guerre, et réfractaire, donc il est resté 3 ans et demi là-bas, et il a dessiné tout un album de captivité, dont il y a un des dessins qui est dans le livre. Mais cet homme, je ne sais pas comment... il est sévère ou non? Il est sévère, il a une autorité d'un papa d'époque. Oui, mais avec le côté quand même, la sévérité, comment dirais-je, cool. Qui fait la discipline à la maison? C'est plutôt maman ou c'est plutôt... Ma mère, ma mère aussi, mais ma mère a été quelqu'un... Parce que vous êtes très bien élevé, ça se voit, ça s'entend. Oui, il y avait une éducation, mais pourtant on était dans un tout appartement, il n'y avait pas de salle de bain. À l'époque, tous les gens... Oui, vous êtes dans un milieu social modeste, simple, voilà. Exactement. Mais c'est pas non plus c'est pas Cosette, hein. Non, on n'est pas mais il y avait un amour... Vous n'êtes pas dans la grande bourgeoisie bordelaise, vous n'êtes pas né qu'à des chartrons. Exactement. Et en revanche, j'ai beaucoup sévi dans ce milieu-là quand j'ai commencé à faire du jazz. Forcément. Mais donc mon père a tiré des ficelles, et ce qui est amusant, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que mon parcours s'est dessiné grâce à mon père. C'est-à-dire que il m'a fait passer un test psychotechnique. À l'époque, c'était la sécurité sociale qui faisait passer ça. Ça durait 3 jours. On faisait reconstituer un village, la façon dont je plaçais l'école, l'église, la mairie, l'épicerie. J'ai été jugé psychologiquement. Il y avait des études de réflexe, des études de type... Étonnant, hein, déjà. Là, vous me parlez quoi, des années 50 C'était 58, à peu près 57-58. Et à la suite de ces résultats, que je n'ai découvert qu'après la mort de mon père, alors que j'étais déjà à Europe 1. Ah tiens. Oui, ça c'était... Il m'avait jamais fait voir les résultats, mais il a tiré toutes les ficelles. C'est-à-dire que dans les résultats, il y avait 70% de réponses favorables aux arts. Christian pourrait être doué, ce que j'ai retrouvé dans le texte, pour la profession, et écoutez bien Péricot, de speaker. De speaker. C'est étonnant. Avocat, peut-être, pourquoi pas. Comédien. Speaker, j'adore. Il devrait aller vers le théâtre. Speaker. C'est le nom du président de la Chambre des communes à Londres aussi. Hein. Oui. Mais c'était aussi les présentatrices. Vous vous souvenez de Catherine Langer, Catherine André, la speakerine. Oui, le speaker. Mais le speaker, la Chambre des communes, c'est étonnant, ce qu'il aboie fort, cet homme. Ça gueule. Ça gueule. Et donc, il y avait le dessin aussi qui se percevait un petit peu dans tous ces tests. Et je commençais déjà à dessiner. D'ailleurs, j'étais un fan de Franquin. Je découvrais Gaston Lagaffe dans le journal Spirou. Et puis, mon père a tiré toutes les ficelles. J'ai loupé mon brevet. Je devais le repasser en septembre. Mais j'avais passé le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Et déjà, dès l'âge de 14 ans, mon père m'avait fait suivre les cours du soir. Donc, il avait le mode d'emploi à l'école dont vous avez pris connaissance que tardivement. Il avait le code d'emploi. Il vous a officier d'orientation. Il vous a orienté sur la bonne voie, finalement. C'est formidable. Sans vous imposer les grandes écoles en disant, mon fils, tu sauras les diplômes. Il a senti que votre profil, c'était d'aller vers là où vous deviez aller. Mais alors, je peux vous dire que l'emploi du temps de 13 ans jusqu'à 16 ans, au moment du brevet,
était chargé parce que j'avais des cours de rattrapage le mardi et le mercredi à la Philomatique de Bordeaux pour la chimie et la physique, qui n'allait pas très bien. Des cours de mathématiques avec un copain de captivité de mon père. J'allais au cours du soir aux Beaux-Arts de 18h à 20h du lundi au jeudi. Le jeudi matin, j'avais rattrapage d'espagnol. Et puis un jour, mon père me dit « Tiens, ce serait bien que tu apprennes un instrument de musique, on ne sait jamais. » Ça peut servir. Donc voilà, alors j'en parlais à un copain qui me dit mon père est prof de sax et de clarinette. Je ne dis pas que s'il avait été harpiste, j'aurais appris la harpe, mais toujours est-il que j'ai appris la clarinette, ça m'amusait parce que tous les copains grattaient une guitare ou tapaient quelques notes sur un piano pour draguer dans les surbooms. Moi, la clarinette, ça sortait un petit peu. On aborde cette page dans quelques instants. Nous sommes avec Christian Morin, vous êtes sur Sud Radio, qui a écrit « J'ai tant de choses à vous raconter ». Il est en train de nous les raconter, surtout restez avec nous et appelez-le, il n'attend que ça, vous appelez Emmanuel Galasso et vous posez vos questions à Christian Morin au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Merci Eric, bonjour. Bonjour à William, Christine et Bertrand. Je vais tout d'abord vous présenter. Bertrand, vous êtes employé de banque. Oui. Dans cette bonne ville d'Orléans. À Orléans. Voilà, les loisirs, je crois qu'il y a un petit peu de vélo. J'entends votre voix aujourd'hui, décembre 2025. Là, nous sommes il y a un certain temps. Votre timbre est toujours aussi frais, aussi pertinent. C'était la roue de la fortune. C'était la roue de la fortune. C'est comme ça que beaucoup de Français vous ont connu pour la première fois. C'était la première image. D'ailleurs, ça a un lien avec le livre parce que je ne renie pas ces années-là formidables. Ça a duré 5 ans et demi. Mais je voulais évoquer ce que l'arbre, la roue de la fortune, cachait un petit peu. C'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires derrière, parallèles, et qui ont été menées de front, même au moment de la roue de la fortune. Ça a été un épisode formidable. On rêve d'ailleurs quand on évoque les chiffres. À l'époque, les audiences. Il faut dire, Péricot, soyons honnêtes, qu'il y avait quand même que 3 chaînes. La 1, la 2, la 3, le Canal était payant, la 5 commençait à se casser la figure, et puis la 6 balbutiait légèrement, menée par un homme formidable, Jean Drucker. Et voilà, donc quand on ouvrait un poste de télé, ça s'allumait sur la 1. Ce qui fait qu'après, il n'y avait pas beaucoup de télécommandes. Il fallait se lever du canapé ou du fauteuil pour aller appuyer sur un bouton, etc. Les parts du gâteau étaient plus grosses, il était moins partagé, non, ça faisait des audiences. C'était surréaliste. On avait entre la période dans laquelle nous sommes actuellement, période de l'automne et de l'hiver, on faisait à peu près 12-13 millions de personnes. Ce sont des chiffres. C'est en francs ou en euros? Vous savez, on pense souvent à la question au niveau des prix. Mais enfin, tout augmente. Tout augmente. Alors, donc on parlait de votre papa, je suppose, famille gaulliste, en général, les valeurs. Mon père on était à droite, oui, dans la famille. C'est pour ça que j'ai tout de suite détesté Mitterrand quand il est rentré en guerre pour prendre la place du général de Gaulle. Mais enfin, bon, on faisait pas tellement de politique. Moi, je vais vous dire, la politique qui m'a intéressé, c'est quand j'ai connu Chaban-Delmas à Bordeaux. C'est là où je voulais venir, c'est pour ça que je voulais y venir. Et voilà, et Jacques Chaban-Delmas, ce qui aurait été intéressant, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner en tant que président de la République, mais s'il avait pu mettre à plat sa nouvelle société, très belle qui était une politique comme il le disait, la politique de l'ouverture, mon cher Péricot. La politique de l'ouverture parce qu'il y avait une ouverture sociale. Il travaillait avec Simon Nora, il travaillait avec des gens comme Jacques Delors. Donc, c'était pas du socialisme, mais il y avait une politique d'ouverture qui aurait peut-être apporté d'autres choses. Je recevais l'autre jour Jean-Pierre Jouyet, qui a été au sommet de l'État, bien sûr, avec des responsabilités gouvernementales et même à l'Élysée, et il disait, on est toujours en train de courir derrière la fameuse nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas dans son discours de politique générale en 1969. Et il m'avait raconté, d'ailleurs, il s'était confié, j'avais été le soutenir en 88, il y a une photo avec lui dans le livre, j'avais été le soutenir pour les municipales à Bordeaux. Ensuite, on avait dîné et j'avais à disposition un avion pour rentrer dans la nuit au Bourget, puisque j'avais mon émission le lendemain. Il m'avait raconté la cavale, l'agression des 40 contre lui, menée par Chirac, qui l'appel de 74 avec les 40 élus RPR qui disent non, Chaban-Delmas, c'est une carte périmée, il faut aller voter Giscard. Exactement, voilà. La trahison des 40, on peut l'appeler comme ça. La trahison des 40, oui, tout à fait, le coup de poignard dans le dos, et Chaban nous avait expliqué, il m'avait dit, il n'a rien compris, parce que Chirac aurait pu avoir un tremplin beaucoup plus important
quelque temps après. Enfin bon, ça faisait partie de la politique, etc., etc. Je crois qu'il avait quand même bien pris ça dans la figure et ça lui avait pas beaucoup plu. Ce que j'ai beaucoup aimé, il y a un livre qu'il a sorti qui serait intéressant d'ailleurs aujourd'hui, je pense, qui s'appelait Mémoire pour demain. Le titre est très beau. Tout à fait. Le titre est très beau, où il raconte même les couillonnades qu'il a pu faire, lui, en tant qu'homme politique, pour éviter de continuer de les faire. Et là, on a le titre de votre émission, La France dans tous ses états. On y est en plein. Nous n'oublions pas que c'est un grand résistant. Hein, c'est le seul qui s'était battu pour éviter que le Front National ne porte ce titre, puisque c'était le nom le mouvement des résistants communistes pendant la guerre s'appelait le Front National, les mouvements engagés, et il est Jacques Delmas, nommé général, et on voit son rôle dans Paris brûle-t-il dans le film, c'est lui qui participe à la libération de Paris. Si je peux raconter une petite anecdote sur Chaban, mais au contraire. Il m'avait confié, lorsqu'il a fait campagne en 47 pour la mairie de Bordeaux, donc il faisait un petit peu tous les coins des Il a fait combien de mandats moi je pense qu'il en a fait un de trop, parce qu'il avait ce problème de hanche, il avait été opéré et il avait téléphoné, il avait envoyé un courrier au maire André Cazes, le papa de Jean-Michel Cazes, que j'ai bien connu, le château Lingebage. Bien sûr. Et il avait envoyé un courrier à André Cazes en lui disant « Comment faites-vous pour arrêter ? Je ne peux pas m'arrêter. » Bon, il a perpétué. Et donc il a fait, pour cette campagne en 47, il a fait tous les discours qu'il fallait faire dans la région de Bordeaux. Vous évoquiez les Chartrons, il y avait bien sûr toute la région des vins. Et donc c'était sous des petites tentes le soir, il allait haranguer les gens en disant « Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi ». C'était un tribun en plus, c'est pour ça. Et il parlait bien sûr à l'époque de la résistance et du général de Gaulle. Vous l'imitez parfaitement. Il y a un type un soir, un peu alcoolisé, qui lui dit « Et toi, où t'étais pendant la résistance ?» Alors là, piqué au vif, il a répondu, et il a fait un tabac. Et puis, 2 ou 3 soirs après, il y a un type qui se lève, qui lui dit « Où t'étais pendant la résistance ?» Et puis un autre, 3 ou 4 jours après, et là, il y a un moment, il me dit « Je vais pisser derrière la tente. » Et il entend un type de son camp qui disait, au moment où il a parlé de la résistance, tu te lèves, tu lui demandes où il était pendant la résistance, parce qu'il avait vu que c'était un triomphe à chaque fois. Oh, bien sûr. Et donc... l'art de la communication. Et il n'y avait pas besoin d'agence pour ça. Exactement. Alors, je voulais justement un petit peu insister sur préciser votre sensibilité politique, pour savoir d'où l'on parle. Et ici, le thème de l'émission et de la radio, c'est Parlons vrai, on parle vrai, vous avez toujours parlé vrai. On va s'intéresser à un cas des individus particuliers que vous avez qualifiés de burnes-mauves. Alors, les burnes-mauves, je vais vous dire, c'est un bonheur. Alors, je vais vous inquiéter, mon cher Christian Morin, il y en a plus que vous en avez connu aujourd'hui. Donnez-moi la définition du burne-mauve. Alors, d'abord, j'ai utilisé ce terme. D'où il vient ? C'est de Francine Blanche et Pierre Dac. C'était un feuilleton qui s'appelait Bon baiser de partout. De partout. Déjà. On osait tout. Et j'ai eu la chance de croiser Francine Blanche lorsque je suis arrivé à Europe. Il était encore, parce que j'ai écouté Francine Blanche sur Europe 1. L'homme le plus drôle du monde, vous êtes d'accord. Ensuite, je n'imaginais pas qu'un jour, il me demande de réenregistrer son indicatif pour les kangourous n'ont pas d'arête ou les escargots meurent debout. Il y avait deux titres d'émissions. Et donc, le délire le plus total. On a enregistré avec un orchestre mené par Moustache, l'ancien batteur de Claude Luther. Et puis, à un moment, il y avait une note de clarinette. Il faisait et Francine Blanche me disait, Christian, surtout, ne ratez pas ma fausse note. La fausse note. Ne vous inquiétez pas. Donc, dans ce feuilleton, il y avait le mot de burne-mauve. Burne-mauve. Alors, bon, burne, ça fait sourire un petit peu. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Oui, si on a bien compris. Mauve, c'est une couleur qui peut convenir justement à la tristesse de certaines personnes qui Celle des évêques et des archevêques, mais enfin oui, bon, voilà. C'est la couleur de la mort. De la mort, c'est bien sûr, en Italie, bien sûr. Surtout pas de mauve sur les plateaux d'Italie. Quand j'ai travaillé là-bas, surtout pas de cravate de couleur mauve, même si c'est chic. Bref. Et donc Burne-mauve me convenait. Et au lieu de donner les noms de certaines personnes dans le livre qui vous embarrassent, qui vous foutent des bâtons dans les roues, qui sont un peu jaloux d'un petit succès que vous pouvez avoir, surtout dans les métiers, dans la vie. Façon Capitaine Haddock, les bachibouzouk, les ectoplasmes, les emmerdeurs. J'ai trouvé que Burne-mauve était beaucoup plus chic, donc je l'ai utilisé pour beaucoup de gens que j'ai pu croiser. Alors rassurez-vous, il ne manque pas. Est-ce que vous daigneriez m'en citer quelques-uns ? Allez, il y a Péremption, ils sont
sont peut-être morts, un grand Burnemauve qui Non, il y en avait un avec qui j'ai eu des rapports très très compliqués, en dehors de la qualité journalistique qu'il possédait, c'est Jean-Pierre Elkabbach, qui n'était pas humainement facile. Dans la vie, c'était le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai eu quelques moments un petit peu compliqués avec Jean-Pierre. Par exemple, j'avais interviewé Uderzo, il m'avait reproché, il m'avait dit, mais Uderzo, tu aurais pu lui dire que il a vendu moins de bouquins, c'est plus le cas aujourd'hui, que Tintin et que Hergé, etc. J'ai dit, mais moi je reçois un ami, je ne fais pas une interview, mais tu es journaliste. Je dis, non, je ne suis pas journaliste, je suis animateur, je n'ai pas de carte de journaliste, c'est pareil, etc. Bon, le ton montait toujours, j'ai eu des rapports un petit peu humainement, il était compliqué. Dans les patrons de grands médias que vous avez rencontrés, il y en avait certains qui étaient de vrais capitaines, de vrais managers, et puis d'autres qui étaient plus des financiers, des gestionnaires. En revanche, oui, j'ai pas tellement connu ça. Peut-être un peu plus récemment, mais je dois dire que des gens comme Gildas, formidable, d'avoir eu Bellemare comme exemple. Pierre Bellemare, donc c'est votre référence. Bellemare et Michel Drucker. Et Michel Drucker, parce que Michel a toujours été un ami, il est toujours présent et je le sais. C'est pas des foudres de guerre, ni l'un ni l'autre, vous êtes d'accord? Non, c'était des gens qui... je le disais l'autre jour, en présence de Michel, dans une émission avec Laurence Boccolini, d'ailleurs, tout le monde avait envie d'être Drucker à l'époque, pour les animateurs que nous étions, même avec beaucoup de différence d'âge, que ce soit Foucault, que ce soit Sabatier ou quelques autres, parce que Michel avait une tenue, et puis il y avait Dany Saval, qui était sa conseillère aussi. Formidable. Qui lui a indiqué la route, non. Mais si vous voulez, les emmerdeurs, il y en a eu. Mais en revanche, j'ai gardé surtout la ligne... Gildas, par exemple, a été quand même le seul patron des programmes et de l'info en même temps. À la fois. On va en continuer à en parler avec Christian Morin. Vous êtes sur Sud Radio. Nous animons cette émission avec beaucoup de ferveur aujourd'hui parce que Christian Morin nous raconte beaucoup de choses. Il va pas pouvoir tout nous dire, mais voilà, quelques anecdotes épiques et surtout le témoignage des 30 glorieuses et de ce qui a suivi, qui n'est pas toujours aussi glorieux qu'il a pu le connaître. À tout de suite sur Sud Radio. Nous sommes avec Christian Morin jusqu'à 14h. Christian Morin qui attend vos appels au 0826 300 300. Profitez-en, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte. Et mes chansons ne font rire que moi. Christian Morin, vous êtes sur Sud Radio. Perico Légas reçoit, à l'honneur de recevoir le grand Christian Morin. Non, j'ai l'honneur. Oui. Je suis en train de vous confesser, mais nous manquons de place et de temps dans le confessionnal. Mais enfin, ce que vous dites est passionnant et vous évoquez une époque qui nous est chère. Je vous fais écouter ce morceau d'Aznavour, du talent. Vous dites que Charles Aznavour vous a dit, tu verras. Ou vous verrez, je ne sais pas si vous voyez, il faudra toujours prouver que l'on sait faire ce à quoi on est destiné, qu'il faut prouver qu'on sait faire. Mais ce qui était formidable, cette chanson est le reflet de tout ce à quoi on aspire les uns et les autres, d'ailleurs. Parce que le titre, c'est « Je me voyais déjà en haut de l'affiche ». Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être un menuisier, ça peut être un ébéniste, un vigneron, un ingénieur qui veut construire un pont à la Eiffel, un peu. Bon, bref. Mais on a tous envie et on passe par des méandres un petit peu complexes avec les Burnemauve que nous évoquions tout à l'heure, Perico. On va en citer d'autres, des Burnemauve. Voilà. Charles Aznavour j'ai eu la chance de le rencontrer, puis on a sympathisé. Il était venu me voir dans un spectacle que je faisais à la Pépinière Opéra. Donc, il m'avait dit, vous savez, Christian, il faudrait que vous remontiez le batteur sur une estrade, parce que, comme les Américains, il faut en mettre partout, puis alors, n'ayez pas peur d'y aller, machin, etc. Il me donnait des conseils, il suivait tout ça. Et un jour, lorsque on a fêté les 20 ans des Victoires de la musique, je faisais partie des gens qui avaient déjà fait 2 présentations aux Victoires de la musique, donc Nagui m'avait réinvité. Et Charles Aznavour était là, on lui remettait un prix d'honneur. Et à la fin, Charles Aznavour me dit, vous savez, Christian, j'ai un regret. Ah bon, lequel? Il me dit, parce que Michel Leb, qui est un imitateur formidable, qui chante, qui fait du jazz, qui fait du piano, et vous, musicien de jazz également, j'aurais dû vous demander de faire une émission de télévision, de variété, style un peu Dean Martin et Jerry Lewis. Et je lui dis, mais Charles, quel dommage que vous m'en parliez, que maintenant c'est en 2010, parce qu'on a eu ce projet avec France Télévisions, c'était Antenne 2 à l'époque, et on ne nous a pas pris, ça n'intéressait pas la chaîne, mais on n'était pas très connus à ce moment-là. Mais on a vu ce projet avec Michel, qui n'a pas eu lieu, et Charles donnait toujours des conseils. Et il m'avait dit,
Vous verrez, mon petit Christian, toute votre vie, moi j'ai connu ça, toute votre vie, vous ouvrirez votre carton à dessin, vous direz aux gens, vous savez, je sais dessiner, je sais jouer de la clarinette, je peux faire quelques pas de danse, je peux chanter éventuellement, il faut rappeler à tous les gens ce que vous savez faire, parce que les gens ne vont pas gratter d'eux-mêmes dans votre passé. Et c'est vrai que j'ai toujours rappelé aux gens ce que je savais faire pour essayer d'aller avancer un petit peu. Il raconte lui-même que c'est cette chanson qu'il a vraiment lancée, puisqu'il dit « j'ai du talent, je me suis produit plusieurs fois sur scène », il n'a pas encore explosé, il n'a pas eu la notoriété. Exactement. Et il dit cette chanson crée un déclic dans la conscience du public, de l'opinion, et là je commence à exister, on s'intéresse à moi, on se rend compte que j'ai du talent. Maud Koffler va vous poser une question, oui, alors Christian moi, Morin. C'est un peu hors sujet, parce que Christian Morin, j'ai lu à travers plusieurs interviews, et je pense que vous en parlez dans votre livre, de votre rapport à la foi, et de la façon dont vous assumez en fait entièrement votre foi. Vous êtes à la fois capable de parler avec beaucoup de sensibilité de ces églises dans lesquelles vous vous sentez si bien, qui vous apaisent, et de votre ange gardien, votre oncle Robert, qui vous a quitté lorsque vous aviez 25 ans et qui vous accompagne tous les jours. Comment vous faites, où vous trouvez quelque part cette force, et comment on fait aujourd'hui, chrétien en 2025, pour assumer comme ça si joliment sa foi? Mais d'abord, je regrette que les chrétiens ne mettent pas en avant leur foi comme d'autres religions le font aujourd'hui. C'est un peu dommage. Vous avez vu, Christian et Maud a traité l'information, ce curé de l'Oise qui renonce à la messe de minuit et à la crèche parce qu'il a peur que ça crée des troubles. Non, ça c'est pas normal, mais c'est l'histoire des crèches aussi, on en parle abondamment. Enfin, dans quel monde on vit? Je veux dire que tout ça, moi je suis contre. Ma foi, c'est la mienne, c'est un point de repère, c'est un point de solidité, c'est une espèce d'échafaudage dont on a tous besoin, si vous voulez. On va se réfugier, moi c'est la religion catholique dans laquelle j'ai été bercé et que je ne renie absolument pas. Mais ça me faisait toujours du bien de pouvoir faire une prière, pour un ami qui peut être dans des difficultés, enfin... Je veux dire que c'est un point... Mais vous avez la foi, vous avez encore... J'ai la foi, oui. Et pas celle du charbonnier, celle de... Oui, exactement. Ce que je veux dire, c'est une espèce de garde-fou qu'il nous faut, et c'est ce dont nous manquons aujourd'hui. Et je le répète, je le souligne, Perico, quelle que soit la religion, peu importe, je respecte toutes les autres religions, ça peut être le protestantisme, l'islam, qui est une religion tout à fait respectable. Je ne parle pas de l'islam radical, ça c'est autre chose. C'est un peu ce qui s'est passé aussi à une période dans l'Église. C'est tous les intégrismes, tous les qui intégrismes ont toujours existé partout. Qui ont existé, je pense à l'Espagne, ou même la façon dont l'intégrisme a été transporté en Amérique du Sud lorsque les Espagnols sont arrivés là-bas, ça a été épouvantable. Bref, ce que je veux dire, c'est que il faut que chacun nous ayons ses points de repère et revenir à une espèce de discipline, de rigueur qui ferait probablement mieux nous aimer les uns les autres, pour reprendre une phrase très célèbre de la religion. Quelle est votre vision du monde des médias, vous qui l'avez connu il y a longtemps, dans ses balbutiements? Vous avez connu l'ORTF, vous avez connu Europe 1, avec Michel Simon qui présentait la météo. Pour moi, tout ça, c'est des souvenirs. Enfin, je suis de 59, vous voyez, je suis arrivé un petit peu... Oui, non, c'était Albert Simon. Pardon, Michel Simon. Albert Simon, avec son accent extraordinaire. Enfin, c'était des références. RTL, il y avait voilà. Et on avait un discours sur ces médias qui nous semblaient peut-être plus libres ou moins décomplexés qu'aujourd'hui, ou non? Alors, probablement, il y avait d'abord le point de repère, là je reviens à ce que nous disions tout à l'heure pour la religion, mais il y avait le point de repère avec les patrons, les journalistes, bien sûr, l'information, et puis il y avait également le côté des animateurs, où le ton était un petit peu plus libre. Aujourd'hui, il y a des choses qui... Jacques Martin en est, par exemple, évidemment. Exactement, mais même Coluche. Même Coluche. Vous avez connu un Coluche. J'ai bien connu, Michel, c'était un petit peu difficile. Ce serait difficile sur Europe 1, ça y allait. Hein, oui. Pas ces mots. Mais si vous voulez, il n'y avait pas un procès à la clé, on pouvait sourire de beaucoup de choses sans que ce soit grave. Aujourd'hui, l'heure est grave, mais de façon générale. C'est-à-dire que tout est difficile, tout est compliqué. Alors pour en revenir aux médias, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de chaînes de télévision. Je parle de chaînes de cinéma, programmes, etc. Il y a un embarras du choix. Il y a des gens qui se plaignent du fait qu'il y ait trop de télévision, mais en même temps, je vais vous dire une chose, c'est que je trouve que la télévision est un outil extraordinaire. Parce que si on la considérait comme une bibliothèque d'images, on n'est pas obligé de lire tous les soirs le même bouquin.
C'est clair. Donc on va choisir ce que l'on veut. Moi, par exemple, je me rue sur les chaînes historiques, toutes les chaînes d'histoire, tous les documents que l'on a aujourd'hui. Ce qui me fait de la peine, c'est que quand je vois des documentaires sur la Shoah et l'occupation en France et la délation qu'il y a eu à cette époque-là, et de voir aujourd'hui qu'il y a un parti qui a pignon sur rue et qui est quand même antisémite, je l'accepte avec difficulté. C'est tout. Ce sont la réalité de notre temps. Dans votre parcours pluriel et varié, il y a la musique, il y a la radio. Vous dites la clarinette rapproche de l'anglais, mais aussi Mon royaume pour un micro. Oui. Vous avez à un moment donné donc la clarinette, bien entendu, ça c'est clair. Et pour autant, ça vous empêche pas d'aller à un moment à la radio. Donc. Bien sûr. Mais la phrase, je l'ai piquée à Raymond DeVos. J'ai choisi la clarinette parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'anglais. Il parlait très mal l'anglais, moi aussi d'ailleurs. Et je n'ai fait que 2 ans d'anglais, je le rappelle dans le livre, puisque j'ai redoublé ma 6e avant de passer à l'espagnol, qui nous est beaucoup plus proche. Perico d'ailleurs. Langue latine. Hablamos espagnol muy corrientemente. Le Pays Basque, oui. J'avais joué d'ailleurs dans une pièce espagnole, La Savetière prodigieuse, de Garcia Lorca, où je jouais un des courtisans de cette jeune savetière. C'était, pour Lorca et pour l'Espagne à l'époque, c'était un scandale. Un savetier de 50 ans qui épousait une jeune fille de 20 ans. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, bon... On cassait tous les codes sociaux. Voilà. Et donc, je courtisais cette jeune femme et cet homme al fresco, sa paterita. Et elle me disait exactement igual que usted. Et je disais, siempre lastima, toute seule, mais quelle tristesse. Porque lastima, porque una mujer como usted, etc. Il y avait 35 personnes à la Bourse du Travail de Bordeaux un dimanche après-midi. Donc... Quel succès. Un succès, un triomphe. Et pourtant, vous devenez un virtuose de la clarinette, mais vous n'en ferez pas votre métier exclusif. Si, je le faisais tout en faisant autre chose. Voilà, c'est ce qui était formidable d'ailleurs, c'était ce bonheur. Mais Claude Luther m'avait dit, qui a accompagné longtemps, Claude Luther, c'était Saint-Germain-des-Prés, l'après-guerre, Boris Vian, Juliette Gréco, Sartre, etc., les caves de Saint-Germain-des-Prés. Et Claude Luther, c'était l'idole de ma jeunesse, quand j'ai appris la clarinette. Et lui me disait, garde toujours au fond de toi une espèce d'amour pour fais ce métier en amateur, au sens noble du terme. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire. Plus par passion que par profession. Oui, d'essayer de faire bien tout ce que l'on a à faire, le mieux possible. Et puis, j'ai jamais compris pourquoi on utilisait cette phrase, et les vaches seront bien gardées. Mais écoutez, la preuve, elles sont toujours. Ensuite, tu auras la période radio classique. La période radio classique. Pour rester, je veux dire, dans la musique, pas dans la radio. Voilà. Oui, tout à fait. Mais la radio, pour moi, est, vous le savez maintenant que vous êtes derrière un micro, c'est formidable, parce que c'est le dernier média où on peut encore, mesdames et messieurs qui nous écoutez, vous faire rêver. On pourrait raconter avec Perico Légas et avec Maude qu'un éléphant vient de rentrer dans le studio, un petit éléphanto bien sûr, avec un bruitage, et faire croire que c'est la réalité. C'est vrai que pour faire référence à ce qu'avait fait Orson Welles avec la guerre des mondes. Mais avec Maude, on a prévu d'ailleurs justement de faire quelques exercices de test pour savoir. On diverge sur les animaux. Moi, je suis sur le zèbre, elle peut faire la girafe. Mais on retient votre idée, Christian Morin. Vous restez avec nous. On est avec Christian Morin. Vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants et on continue à disserter et décliner tous les sons. Voilà. Un troupeau arrive. Il vient de rentrer. Merci Julien. C'est quel siècle ? C'est pas vrai. 0826 300 300 pour poser vos questions à Christian Morin. Vous avez jusqu'à 14h, alors n'hésitez pas, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Christian Morin qui a... Est-ce que ce sont vos mémoires? Est-ce que c'était un testament ou un premier... Mon testament, non, mais non, je dis ça oui. Sur un ton très ironique. Testament dans la mesure où vous témoignez quand même d'une certaine époque et d'un regret de choses qui n'existent plus. J'ai tant de choses à vous raconter. Et comme tout n'est pas terminé, il y aura peut-être un deuxième tome, mon cher Christian Morin. Je ne sais pas. Je sais pas si je dessine mieux que je n'écris quand même. Voilà, vous avez un talent de dessinateur. On disait au début de cette émission, vous avez tous les talents. Vous êtes homme orchestre, couteau suisse, même si je puis dire. Le dessin a aussi été pour vous une vocation que vous auriez pu développer, puis vous êtes resté... En fait, vous êtes un amateur permanent. Mais c'est ça. Vous faites un amateurisme général. Vous ne vous enfermez pas dans une chapelle. Ça, il faut le faire. C'est pour ça que j'aime bien la phrase de Churchill, ça va vous plaire, qui disait « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Merveilleux. Voilà. C'est une leçon de philosophie, une leçon de vie. Alors, mon cher Christian, il y a un auditeur de Sud Radio qui habite Gif-sur-Yvette, qui s'appelle Emmanuel et qui a la chance de pouvoir parler avec vous. Emmanuel, comment ça va ? Oui,
Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel. Christian Morin vous écoute. Oui, alors je voulais simplement dire un bonjour à monsieur Christian Morin, parce qu'il a bercé mon enfance. Ça me fait plaisir, mais merci, c'est très gentil. Ça ne rajeunit pas, ça ne rajeunit pas. Mais... Exactement, je vais vous expliquer un peu en fait. Je vais vous expliquer. Donc tout petit, j'ai été adopté très jeune et en fait j'avais un TOC, et toutes les nuits, j'avais besoin d'écouter de la musique. Et j'entendais cette fameuse intro de Christian Morin pour Morin de nuit, c'est sur Europe 1. Hein. Oui, le dimanche soir notamment, entre autres, tout à fait. Avec ce joli sifflet, cette jolie... où c'était... Je pourrais même vous la siffler, je ne sais pas si vous allez l'entendre, c'était... Alors là, je vais vous dire une chose, dans votre mémoire, vous confondez, vous avez raison... C'était pas moi, vous confondez avec un autre Christian d'Europe 1, Christian Barbier. Christian Barbier, ah oui, c'est vrai, j'en ai parlé aussi. Voilà. Oui. Mais moi, je faisais le dimanche soir, et puis j'ai fait le soir aussi, quelquefois. Quelquefois, mais l'émission de Christian Barbier était un petit peu plus tard, vers 23h, où il recevait beaucoup de gens du cinéma et du théâtre. Mais merci Emmanuel, en tous les cas, ça ne me dérange pas d'évoquer des souvenirs lointains. Vous savez, à une époque, moi j'allais voir des gens comme Pierre Tchernia en leur disant, vous savez, je vous écoute, je vous ai vu à la télévision depuis très longtemps. Et puis Pierre Bellemare, par exemple, ça a été pareil. Et puis un jour, votre tour arrive, où des gens viennent vous voir en disant, vous me rappelez mon enfance. Eh bien Emmanuel, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Emmanuel pour ce témoignage. Christian Morin, la musique, vous l'avez jouée, vous l'avez ensuite diffusée et servie. La musique classique reste aussi une passion pour vous. Alors la musique classique, j'étais pas du tout. J'aime beaucoup la musique classique. Certaines formes de musique classique, pas tout, mais c'est arrivé lorsqu'on m'a proposé de rentrer à Radio Classique. Le directeur, je lui dis, vous savez, je suis pas un grand spécialiste de la musique comme Eve Ogieri ou Alain Duhaut. Il m'a dit, mais c'est ce que je veux. Je veux quelqu'un qui me parle de façon différente, pas un musicologue. Et il a fallu trouver un ton qui, semble-t-il, n'a pas trop déplu pendant une quinzaine d'années sur cette radio où je ne suis plus. Mais la musique, en général, est un besoin vital. Parce que quand j'ai commencé à monter un orchestre de jazz étudiant à l'âge de 15 ans, 16 ans, à peu près, vous vous rendez compte, on jouait sur le bassin d'Arcachon l'été avec des musiciens que l'on écoutait sur les disques. Musiciens qui avaient joué chez Count Basie ou chez Duke Ellington ou chez Louis Armstrong. Je me suis retrouvé en 73 avec l'orchestre, tout l'ancien orchestre d'Armstrong qui était décédé, et à jouer avec ces musiciens-là. Et puis un jour, Buck Clayton, ancien trompettiste de Count Basie, avec qui j'avais joué sur le bassin d'Arcachon, était à Paris, s'occupait de la tournée de l'orchestre de Basie après la disparition de Count Basie. Il y avait tous les anciens qui étaient là. Et Buck me dit, on joue ce soir à tel endroit, je voudrais que tu viennes. Apporte ta clarinette, apporte ton clarinette. J'ai apporté ma clarinette, et c'est comme ça que dans le livre, je me suis retrouvé avec l'orchestre de Count Basie. Quand vous avez 17 musiciens de cette pointure-là derrière vous, c'est très émouvant. C'est arrivé à mon copain Michel Leb, qui a chanté avec l'orchestre de Béziers aussi. Pour ça, peut-être que c'est trop tard maintenant, mais on va peut-être pouvoir faire une émission tous les deux. Et puis peut-être éventuellement rejouer, vous pourriez refaire un orchestre. Je continue de jouer, j'ai soit en quartet, soit en duo avec mon pianiste, où je raconte un peu... À titre privé, évidemment, bien sûr. Non, pas du tout. Non, on fait des concerts officiellement. Si les gens qui nous écoutent ont envie que je vienne jouer, c'est pas un problème. J'ai mis au point un spectacle avec des projections. On joue un thème qui s'appelle Broadway de Count Basie, et je propose au public, on a fait le test cet été au mois de juillet au musical de Cambrai, je propose au public, je dis on va se balader dans Broadway. Et on se promène avec des photos et avec plein de thèmes, de Benny Goodman, de comédie musicale, etc., etc. Il y a même un thème qui est joué au piano par mon pianiste, Pierre Christophe, grand spécialiste d'Errol Garner, qui joue un thème classique de Dvorak, qui s'appelle Humoresque numéro 7, car Dvorak a été le directeur du Conservatoire de New York pendant 3 ans à la fin du 19e. Absolument. C'est encore la musique je vois que c'est encore la musique qui vous porte, malgré toutes les sciences auxquelles vous avez touché et les activités. Vous revenez un peu aux origines. Voilà, oui, vous savez, je ne sais pas comment vous travaillez dans vos écritures, mon cher Perico, mais moi j'aime bien travailler en musique, le dessin ou quand j'écris. Alors ça dépend quel compositeur. Il y a des musiques qui vous distraient et d'autres qui vous stimulent. Oui, mais j'aime bien écouter en fond la musique de jazz. Je fais mon programme et...
ou en musique classique. Et j'adore les musiques de films. Vous êtes résolument un homme du XXe siècle. Oui, 20e, et on est déjà dans le 21e, vous vous rendez compte quand même. Mais vous vous rendez compte quand on parle du siècle passé. Vous êtes un conservateur des bons souvenirs de ceux qui nous ont fait rêver, de cette période glorieuse qu'on espère la France retrouvera un jour. Oui, mais je pense que rien n'est perdu. Il faut quand même garder un certain espoir, autrement on est cuit. Alors... Mais le problème, c'est qu'il faudrait se retrouver avec des gens, puis faire comprendre. Vous voyez, on parle du service militaire en ce moment. Service militaire, moi je vais vous dire un truc. Je l'ai fait en 70, j'étais sur Citer, et bien pendant une année, on retrouve des marques de règles, de respect, avec des copains, etc. L'hygiène n'est pas négligeable aussi, et je vous assure que certains passaient leur permis de conduire, d'autres apprenaient à lire, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont encore analphabètes aujourd'hui. C'était un point de repère. C'était un instant social. Les militaires professionnels vous disent, nous ne sommes pas un cours d'éducation, on n'est pas une école, oui. Et pourtant, ça servait à ça. C'était un point de repère, et puis c'était le meilleur mélange social qu'il pouvait y avoir. Ça remettait des points sur les i et du plomb dans la tête. Merci Christian Morin d'être venu jusqu'à Sud Radio pour témoigner. Je rappelle le titre de votre ouvrage. J'ai tant de choses à vous raconter aux éditions XO. C'est un chef-d'œuvre, c'est un document politique et historique. C'est gentil. On peut le lire dans tous les sens, de la fin jusqu'au début. On entre où on veut et on apprend des choses truculentes. Et surtout, vous avez vécu une époque formidable. Comme on disait autrefois, mon cher Perico Légas, à vous revoir. Eh bien, écoutez, vous serez le bienvenu.